Bonjour, je suis Sam, votre contact d'assistance téléphonique. Cette conversation peut être enregistrée. Comment puis-je vous aider? Allô, oui, bonjour. J'ai quelques problèmes avec la reconnaissance vocale de mon smartphone. Il ne semble pas comprendre ce que je lui demande. D'accord. J'ai juste besoin d'avoir quelques détails supplémentaires avant d'aller plus loin. Les informations de contact et de facturation de votre compte sont-elles à jour? Oui, bien sûr. Et je vois ici que votre contrat a commencé il y a un mois. Oui, tout à fait. Je me suis connecté au réseau 3G la semaine dernière et quelque chose à propos d'une mise à niveau logiciel s'est affiché. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Merci, mais j'ai juste besoin de confirmer quelques éléments supplémentaires, afin que nous puissions commencer à essayer d'identifier le problème et de le résoudre pour vous. Votre mobile est un Samsung Galaxy S2, et vous disposez d'un accès Internet 3G. C'est bien ça? Oui, j'ai déjà parlé de la 3G. J'avais juste besoin que tout soit confirmé avant d'aller plus loin. Alors, quel est le problème? Alors, comme je l'ai mentionné avant, la reconnaissance vocale ne me comprend pas. De quelle manière? Et avec le plus de détails possible, s'il vous plaît. Lorsque j'essaie d'effectuer une recherche avec Google, elle n'arrive pas à comprendre ce que je dis. Les résultats donnés sont sans rapport avec ce que je demande. Eh bien, monsieur, aucun logiciel de reconnaissance vocale n'est fiable à 100%. Avez-vous essayé de parler plus lentement et ou plus fort? De préférence dans un endroit avec peu ou pas de bruit de fond? Mais c'est bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ah là là, c'est tellement logique pourtant. Ah, c'est pas comme si c'était la première chose qu'on nous demandait à chaque fois. Je dois envisager toutes les options possibles, même les plus évidentes, monsieur. Pourriez-vous me donner un exemple? Ah oui, excusez-moi. Hier, j'ai essayé une recherche sur un restaurant près de chez moi. Et les résultats obtenus étaient des cimetières et des morgues locaux. Comme vous vous en doutez, je ne prévois pas de réserver une table pour une personne dans un endroit comme celui-là pendant 50 ans. Compréhensible. Rien d'autre? Eh bien, je ne sais pas si c'est lié, mais quelques jours avant cela, j'ai essayé une recherche sur le net pour trouver des images de paysages afin de pouvoir changer mon arrière-plan. Et cela m'a renvoyé, eh bien, tout un tas d'images horribles. Que voulez-vous dire par horrible? Des cadavres, certains mutilés avec beaucoup de sang, des images qui ressemblaient à des rituels cannibales ou quelque chose comme ça. Bordel de merde, c'est vraiment dingue. Et si mes enfants avaient utilisé mon téléphone? Pourriez-vous vous abstenir de jurer, monsieur, s'il vous plaît? Je vous prie de m'excuser. Mais qu'en est-il des images? Vous pouvez mettre en place des contrôles parentaux sur ce à quoi votre téléphone peut accéder sur Internet. Ce que je peux vous expliquer ensuite si vous avez le temps. Mais cela ressemble à quelque chose que nous devrions peut-être creuser si ces images enfreignent certains critères de décence. D'accord. Je crois que vous avez mentionné que ces problèmes n'ont commencé à se produire qu'à la suite d'une mise à jour récente de votre téléphone. Exactement. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Une fenêtre venait s'ouvrir et j'ai cliqué sur Installer maintenant. Ça a pris environ 5 minutes, y compris le redémarrage. Savez-vous quelle version d'Android fonctionne sur votre téléphone? Quoi? Vous voulez dire un de ces drôles de noms liés à la nourriture? Pain d'épices, sandwich à la crème glacée, ce genre de choses? Non, je parle de la version de votre téléphone. Il existe des versions numériques spécifiques, mais le nom de code devrait suffire comme point de départ. D'accord. Attendez, je crois que je l'ai écrit quelque part. Ah, voilà, je l'ai. Il est écrit Android 2.2.3 flèche. C'est donc la version 2.2.3 de Froyo, abréviation de Frozen Yogurt au fait. Non, ça dit bien flèche ici. Pourriez-vous patienter pendant que je parle à mon superviseur, s'il vous plaît? Désolé pour l'attente, monsieur. Après avoir parlé à mon superviseur et examiné l'historique de téléchargement de votre micro-logiciel, il semble y avoir un problème avec votre installation récente. Veuillez ouvrir les paramètres de votre téléphone et sélectionner mise à jour du logiciel pour télécharger la version la plus récente. Cela devrait résoudre tous vos problèmes. D'accord, merci pour ça, je vais essayer. Pourriez-vous l'essayer maintenant, monsieur, et me faire savoir quand ce sera fait? Eh bien, je ne peux pas pour le moment, mais je recontacterai le service d'assistance si cela ne fonctionne pas. Merci pour votre aide. Veuillez essayer maintenant, pendant que vous êtes en ligne, monsieur. Eh bien, comme je viens de vous le dire, je ne peux pas, j'appelle de la ligne fixe. C'est ma fille qui utilise le portable en ce moment, elle parle à sa sœur, le crédit s'est épuisé sur le sien. Elle pourrait en avoir pour un moment. Vous savez comment sont les adolescents. S'il vous plaît, demandez à votre fille de mettre fin à l'appel maintenant. Avec votre récente mise à jour, il existe un problème connu dans le micro-logiciel qui peut également affecter les appels entrants et sortants. Certains utilisateurs se sont plaints
de maux de tête, de nausées et d'autres effets secondaires inexpliqués. Pardon? Mais je pensais que cette peur du téléphone portable ou ces histoires qui donnaient des tumeurs cérébrales, c'était des rumeurs. Je ne confirme ni ne nie rien, monsieur. Et nos termes et conditions ainsi que les responsabilités sont disponibles sur notre site web. Cependant, en raison d'un récent détournement de nos pare-feux, une mise à jour inconnue du système d'exploitation Android a été publiée à notre insu sur notre réseau. Nous déclinons toute responsabilité pour cette mise à niveau logiciel et enquêtons sur la violation de notre sécurité. Conformément aux exigences de votre contrat et pour votre propre sécurité et celle de votre famille, veuillez mettre à niveau votre logiciel maintenant et vous abstenir d'utiliser votre mobile pour tous les appels. C'est une blague. Monsieur, veuillez retirer le portable de votre fille et mettre fin à tous les appels en cours. Notre société n'acceptera aucune responsabilité pour tout préjudice qui pourrait arriver à votre famille suite à cet avertissement. Vous vous moquez de moi? Bande d'enfoirés qui passent leur temps à écrire un petit caractère. Attends un peu. Lorraine, finis de parler à ta sœur et passe-moi le téléphone. Tu pourras parler à Anna plus tard. Maintenant, donne-moi ce putain de téléphone. Mais qu'est-ce que... Lorraine, tes yeux, ils saignent. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Sortez de la maison maintenant, monsieur, s'il vous plaît. Lorraine, quoi, mais... Parle-moi. Raccroche le téléphone et viens. Viens, ma fille. Verrouillez toutes les portes derrière vous et quittez les lieux. Juste, viens ici. Et laisse-moi jeter un coup d'œil à tes yeux. Ah, il y a aussi du sang qui coule de ton oreille. Tiens, donne-moi ce téléphone. S'il vous plaît, abstenez-vous d'interagir avec votre fille et sortez du bâtiment maintenant, monsieur. Aïe! Putain, Lorraine! Tu m'as mordu, mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas, non? Recule maintenant, je suis sérieux. Tiens, putain! Mes doigts! Fais chier! Fous le camp! Dégage! Si vous m'entendez toujours, monsieur, merci d'avoir appelé l'assistance de votre téléphone portable. Un entrepreneur spécialisé et une équipe de nettoyage ont été envoyés à votre adresse pour traiter votre problème en cours. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. Vous est-il déjà arrivé de haïr une personne au point de vouloir la faire disparaître? Si tel est le cas, vous ne l'avez sans doute pas fait. De crainte de séjourner en prison le reste de votre vie, ou parce que les tueurs à gages du dark web sont trop onéreux. Il existe cependant une troisième solution, qui ne vous coûtera presque rien. Et cette solution s'appelle Carla. Avant toute chose, vous devez vous assurer de posséder un téléphone fixe ou mobile, et d'avoir préalablement fait un saut à la boulangerie afin d'acheter une viennoiserie. Carla est assez exigeante, et il n'acceptera pas de pain au raisin, de tresse au chocolat ou de brioche. Contentez-vous d'un croissant ou d'un pain au chocolat. Une fois rentré chez vous, entreprenez de lui téléphoner. Son numéro de téléphone varie en fonction de la personne qui l'appelle. Il s'agit de votre date de naissance, le jour, le mois et l'année, suivi des 2 derniers chiffres de votre QI. Soyez très prudent afin de ne pas faire d'erreur. Ce serait dommage de recevoir une facture pour rien. Composez le numéro et appelez-la. Elle ne vous répondra pas, mais elle aura compris que vous l'attendez. Faites-le. L'attente pourra durer entre une demi-journée et un mois. Mais elle finira par sonner à votre porte. Lorsque tel sera le cas, ouvrez-lui. Il s'agira d'une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux noisettes. Ses vêtements n'auront aucun signe distinctif, mais elle portera une écharpe ainsi qu'un sac à dos. Quand vous lui demanderez son identité, elle se présentera à vous comme l'assassin auquel vous avez téléphoné. Ne vous moquez pas d'elle. Elle fondra en larmes, partira en courant, et vous recevriez à vos dépens la preuve qu'il s'agissait bien d'une tueuse. À la place, demandez-lui son nom. Naturellement, elle vous répondra « Je m'appelle Carla ». Insistez en lui demandant comment s'écrit ce prénom. Si elle vous répond Q-A-R-L-A, ne la laissez surtout pas rentrer. Excusez-vous et faites-lui croire que vous avez composé un faux numéro. Elle aura l'air contrariée, mais en réalité, elle ne vous en voudra pas. Si en revanche elle vous répond simplement avec un Q, invitez-la à entrer. Elle s'installera d'elle-même dans votre cuisine ou bien dans votre salle à manger. Elle sortira une briquette de lait de son sac à dos. À ce moment, sortez la viennoiserie et donnez-la lui. Si vous avez choisi un croissant, Carla vous remerciera, le consommera avec sa briquette de lait et vous demandera une cible.
Donnez-lui la photo de la personne que vous souhaitez éliminer. Ou bien, si vous n'en avez pas, donnez-lui autant d'informations que possible sur la personne en question afin d'éviter les quiproquos. Elle quittera votre domicile et vous garantira que votre cible sera supprimée dans la semaine. Cependant, Carla a des honoraires particuliers. Avant de partir, elle vous annoncera que le jour de la mort de votre cible, vous subirez un accident. Celui-ci peut varier, d'une coupure du doigt avec un bout de papier si elle est de bonne humeur, à l'enfermement dans votre maison en feu si elle est de moins bonne humeur. Si vous avez choisi un pain au chocolat, elle sortira de sa poche un morceau de papier plié en deux et vous le tendra. Ouvrez-le et lisez-le. S'il y est marqué un Y, elle se ruera aussitôt vers vous et vous étranglera avec son écharpe. Vous pourrez bien sûr tenter de vous défendre, mais personne n'y est jamais parvenu. S'il y est marqué un K, il se déroulera la même chose que si vous lui aviez donné un croissant. S'il y est marqué un N, elle partira avec la couque au chocolat et refusera de commettre l'homicide que vous espériez. S'il est marqué un triangle, alors elle vous donnera le privilège de choisir 2 cibles et ne vous infligera aucun accident. Bien évidemment, si après le premier appel vous souhaitez réutiliser ses services, rien ne vous empêchera de l'appeler de nouveau. Sachez simplement que Carla n'acceptera plus les croissants et qu'elle déteste être sollicitée plusieurs fois par la même personne. Hey, salut. Comment vas-tu, cher auditeur? La forme? Qu'est-ce qui t'amène sur cette chaîne? Oh, tu veux écouter des histoires effrayantes? Oui, j'imagine bien que c'est pour cette raison que tu t'es connecté à ce site. Bien, désolée, mais aujourd'hui je n'ai aucune histoire à te proposer. En revanche, j'ai un petit exercice qui pourra stimuler ton imagination. Tu as déjà créé un personnage de jeu vidéo, j'imagine. Tu as personnalisé son corps, ses vêtements, son nom, etc. C'est l'un des passages que je préfère. Il faut avoir l'imagination pour ne pas créer un personnage qui soit trop ressemblant à un autre. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de créer un monstre de légende urbaine. Je vais t'aider à bien te l'imaginer, en te montrant les bases de la création. Puis, tu pourras t'en servir pour créer toi-même ta propre créature. Top, non? On va d'abord commencer par son aspect, d'accord? De haut en bas. D'abord la tête. Généralement, il y a 2 types de coiffures qui reviennent lorsqu'on veut rendre quelqu'un effrayant. Soit les cheveux longs qui cachent une partie du visage, soit le crâne totalement chauve. Partons pour la première option, ce qui simplifiera le reste. Pas besoin de détails pour les yeux, ni pour le nez. Par contre, il faut penser à quelque chose pour la bouche. Une mâchoire acérée? Non, trop commun. Un surplus de dents? Pareil. Et si on ne lui mettait simplement aucune dent dans la bouche? Juste du vide. L'absence de détails peut être flippante aussi, tu sais. Après tout, n'as-tu jamais vu des représentations de monstres possédant des globes oculaires noirs et vides? Eh bien là, c'est pareil, mais pour la bouche. Donc on récapitule. De grands cheveux qui lui retombent sur le visage, ne laissant apparaître qu'une large bouche édentée, ce qui rend son sourire encore plus terrifiant. Bien, on poursuit avec le corps. Pour créer le buste de notre monstre, on doit d'abord en définir le sexe. Puisqu'on lui a donné une longue chevelure, on peut partir sur une femme. Du coup, il faudrait s'efforcer à rendre sa silhouette plus féminine. Nul besoin d'exagérer non plus. Généralement, les monstres de légendes urbaines, surtout quand il s'agit de femmes, ont un corps très fin et très grand. C'est ce que nous allons faire ici. Passons donc au bas du corps. Donnons-lui de grandes jambes fines. Pareil pour les hanches. Pour les bras, même chose que pour les 2 points précédents. Très longs et fins. Par contre, concernant ses mains, lui donner de grandes griffes paraît bien trop cliché. Mettons-lui des mains normales. Donc, nouveau récapitulatif. Femme très grande et élancée, avec des cheveux qui lui retombent sur le visage, et une bouche édentée, affichant un sourire malsain. Habillons maintenant notre monstre. Pas besoin de sortir des tenues saugrenues. Des fois, c'est l'histoire qui choisit les habits. Si par exemple c'est une infirmière psychopathe, il est logique qu'elle soit en tenue d'infirmière. Ici, comme on ne lui a pas encore donné d'histoire, on va l'habiller très simplement. Disons, une simple robe noire rapiécée. Pas d'autre signe particulier. On est ici pour un simple exercice d'imagination après tout. Bon,
On a imaginé le corps de notre monstre de légende urbaine et on l'a habillé. Il faut maintenant lui créer une légende, une histoire. Ce qui marche en ce moment, c'est tout ce qui touche aux nouvelles technologies. C'est la meilleure façon de happer le lecteur. On va donc essayer de passer par cette voie-là. Comme je l'ai dit, il faut happer le lecteur, l'auditeur. Quoi de mieux que de tenter cela au travers d'une activité qu'il exerce très souvent, à savoir regarder des vidéos sur Internet? Et si notre monstre apparaissait dans certaines de celles-ci? Du genre, la victime regarde le dernier let's play de Squeezie et d'un coup, paf! Notre monstre lui apparaît à l'écran, affichant son superbe sourire édenté. Ça peut faire son effet, non? Bon, c'est bien beau, mais après, il faut qu'il y ait une suite à cette apparition. La victime se suicide? Non, trop cliché. Elle meurt dans les 7 jours suivants? Non, ça a déjà été fait. Alors quoi? Et si notre monstre forçait la victime à devenir comme elle? Je veux dire, et si le fait de voir le monstre à l'écran forçait l'internaute à s'arracher toutes les dents? Ouais, c'est pas mal ça. C'est assez en raccord avec notre créature. Du coup, on a pratiquement fini. On a notre monstre et son histoire. Il lui manque un nom. Les noms américains sont assez courants pour ces personnages. Disons Betty. Passons donc à la phase finale. On va essayer de se l'imaginer. Betty, une femme très grande et élancée, avec des cheveux qui lui retombent sur le visage, et une bouche édentée affichant un sourire malsain. Elle porte une robe noire rapiécée. Elle apparaît lorsque ses victimes regardent des vidéos sur Internet, de façon inopinée et aléatoire. Aucun moyen de prévoir où et quand elle apparaîtra. Elle surgit à l'écran un court instant, souriant à sa victime de sa bouche édentée. Suite à cela, la victime est prise d'un besoin irrépressible d'arracher toutes ses dents. Et ce, par n'importe quel moyen. Pince, couteau, marteau, tenaille. Voici donc la légende de Betty l'édentée. C'est le moment de forcer ton imagination. Relis sa description. Réécoute sa description. Essaye de t'imaginer Betty, de la faire apparaître dans ta tête. Imagine son long corps et sa tête chevelue. Imagine son sourire édenté. Visualise bien tout ça dans ta tête. Mets-la en situation. Imagine-la apparaître à un internaute innocent qui regarde tranquillement une vidéo dans sa chambre. Imagine ce même internaute se retirer les dents une par une. Imagine-le se tordre de douleur sans rien pouvoir faire pour arrêter cette folie. Fais-le plusieurs fois. C'est un exercice d'imagination. Il faut le faire de façon sérieuse. Sinon, cela ne sert à rien. C'est bon? Tu as parfaitement l'image de Betty en tête? Félicitations! Tu as participé à la création du premier tulpa de ce site. Sois-en fier. Désolée de t'avoir manipulé de la sorte. Mais j'ai toujours rêvé de créer mon propre tulpa. Tu ne sais pas ce que c'est? Eh bien, tu dois être nouveau par ici, non? Disons qu'un tulpa est matérialisé par l'imagination collective. Si un grand groupe d'amis pense simultanément très fort à quelque chose, il deviendra réel. Vous avez donc contribué, toi et les autres auditeurs, à rendre vivante ma petite Betty. N'est-ce pas formidable? Merci encore. Je te laisse. J'ai plein d'autres projets en cours. Porte-toi bien. Ah, et pour te remercier, je te donne un petit conseil. Éloigne-toi un peu des sites de vidéos sur Internet. Si tu tiens tes dents, en tout cas. Comme avertissement, j'aimerais dire que ce que j'ai découvert m'a beaucoup ébranlé. Et encore, le mot est faible. En guise d'introduction, et parce que j'ai le sentiment que c'est nécessaire, je vais vous parler un peu de moi. J'ai toujours été quelqu'un d'intuitif. Je pense que tout le monde a de l'intuition, mais qu'elle est plus forte chez certaines personnes. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'être poussée à faire quelque chose sans raison apparente. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ce phénomène, n'étant pas sûre de le comprendre moi-même. Disons que plusieurs fois, face à un choix par exemple, quelque chose d'irrationnel m'a poussée dans une direction plutôt qu'une autre, et que ça a été bénéfique pour moi. Par ailleurs, je cerne assez vite les personnes que j'ai en face de moi. Ma première impression est très souvent la bonne, ce qui m'est très utile, car je ressens quand une personne
un inconnu que je croise est un danger. Je peux également sentir les choses. Pas toujours, évidemment, mais cela m'arrive régulièrement. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé quand j'étais à l'université il y a quelques années. J'avais une matière où nous devions tous passer devant le reste de la promo pour un oral. La première séance, nous nous étions vus attribuer des exposés. Nous savions donc à quelle date nous passerions. Mon tour approchait. Et comme à mon habitude, j'attendais la dernière minute pour effectuer mon devoir. Toute la semaine précédant mon passage à l'oral, j'ai ressenti quelque chose. Quelque chose que je n'arrivais pas à cerner, à comprendre. La veille de mon passage devant toute la classe, j'ai arrêté tout net de travailler. Je savais que ce n'était pas nécessaire, que j'avais le temps de finir mon exposé plus tard. Le lendemain, mon devoir à peine commencé, je me suis rendue en cours comme d'habitude. Je me suis installée dans la salle. La moitié de ma promo était déjà là. L'heure du début du cours est arrivée. Nous avons attendu, mais notre professeur n'est jamais arrivé. Un membre du secrétariat est venu nous dire qu'il était absent. Vous vous dites sûrement que j'ai eu de la chance. Et c'est aussi ce que j'ai pensé sur le moment. Seulement voilà, ce n'était pas la première fois que ce genre de choses m'arrivait. Et ce n'était pas non plus la dernière. Il y a quelques années, de façon très ponctuelle, j'ai commencé à faire ce qu'on peut appeler des rêves prémonitoires. C'était sur des choses très banales. Un objet, un animal que j'allais croiser dans la journée. Une fois, j'ai rêvé que j'avais une douleur, comme une torsion au niveau du flanc. Je me suis réveillée et la souffrance s'était évaporée. J'ai croisé ma mère et mon frère dans la matinée et mon frère s'est plaint d'avoir mal quelque part. Je lui ai demandé ce qu'il avait. Et il m'a décrit exactement ce que quelques instants plus tôt j'avais vécu en rêve. La même douleur, à l'exact même endroit. Ce n'était peut-être qu'une coïncidence, mais c'était tout de même frappant. Ce que je vivais n'avait rien d'extraordinaire non plus. Je n'avais jamais prédit un accident, par exemple. Mais cela me trottait dans la tête, et je me suis mise à faire des recherches sur l'intuition et les rêves prémonitoires. J'ai développé une véritable fascination. Sur Internet, j'ai trouvé des exercices, des rituels pour accroître son intuition et favoriser les rêves prémonitoires. Vous pouvez chercher, ça se trouve très facilement. Il y en a un qui revient très souvent avec une rose blanche à la pleine lune, par exemple. Toutes les recommandations que j'ai pu trouver ne marchaient pas à tous les coups. Mais plus le temps passait, plus je sentais que mes intuitions devenaient plus fortes, plus justes. J'ai commencé à faire de plus en plus de rêves prémonitoires. Au début, c'était encore des choses futiles, sans grande importance. Mais de voir que je voyais juste pendant mon sommeil m'a encouragée à continuer mes expériences de méditation, de rituels, etc. Et puis un jour, j'ai rêvé que ma petite sœur avait un accident de voiture. J'avais l'heure et le lieu exact. Seulement, j'étais très loin de l'endroit. Je l'ai appelée pour la prévenir, lui dire qu'elle devait faire attention. Elle ne m'a pas cru. Ma famille n'a jamais été très réceptive à ce qui m'arrivait. Elle prenait tout ça pour de la chance ou des coïncidences. Ma sœur a eu son accident, exactement à l'heure et l'endroit auquel j'avais rêvé. Heureusement, ce n'était pas très grave, du moins pour elle. Cependant, elle a renversé un piéton. Elle n'aurait pas pu l'éviter car il sortait littéralement de nulle part et avait traversé la chaussée sans regarder et comme un dératé. C'était un jeune homme. Il avait survécu mais avec de graves blessures. Aujourd'hui, il est sûrement parfaitement remis. Mais ma sœur est toujours autant traumatisée. Elle ne conduit plus depuis ce jour et refuse de me parler. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle culpabilise de ne pas m'avoir écoutée ou si c'est parce qu'elle a peur de mes compétences. Les gens sont parfois effrayés par leur avenir et ne veulent absolument pas savoir ce qui leur réserve. J'ai ensuite vu en rêve des choses plus graves. J'ai vu la mort d'un de mes proches. Quand celle-ci s'est réalisée, j'ai failli arrêter tous les exercices et rituels que j'avais pris l'habitude de faire pour de bon. D'ailleurs, j'ai effectivement arrêté tout ça pendant 3 ans. Et mes rêves sont devenus beaucoup moins fréquents. Puis, la tentation et la fascination sont revenues et j'ai recommencé. Il y a quelques mois, j'ai réalisé un de mes plus grands rêves. Un grand voyage à travers l'Asie. J'y suis allée avec un bon ami à moi, passionné également par le pouvoir de l'esprit, sans jamais toutefois s'être laissé tenter par le genre d'expériences et de rituels que j'avais pu effectuer. Mais il était très ouvert et m'écoutait toujours avec grande attention quand je rapportais mes découvertes. En Inde, alors que nous étions dans un bar en train justement de parler, sûrement un peu trop fort,
de l'intuition et des rêves, un homme est venu nous accoster. Il nous a révélé qu'il avait entendu notre conversation et a affirmé qu'il pouvait nous conduire à une personne spécialisée dans ce genre de phénomène. Mon ami n'était pas très convaincu et était méfiant. En temps normal, je l'aurais été aussi. Mais quelque chose me poussait à suivre cet homme. C'est bien la seule fois de ma vie où je n'aurais vraiment pas dû suivre mon intuition. Nous avons suivi l'inconnu. Je m'attendais à ce qu'il nous amène dans un vieux taudis où une vieille femme nous lirait les lignes de la main et essaierait de nous vendre quelques mixtures étranges pour trouver le bonheur. Au lieu de cela, nous sommes allés dans un appartement, tout ce qu'il y avait de plus banal. La personne qui vivait là devait être quelqu'un d'aisé. Un homme est venu à notre rencontre. Il était habillé en costume. Je pensais qu'il rentrait du travail. L'homme qui nous a accostés et l'homme au costume ont échangé quelques instants en hindi. L'homme en costume s'est ensuite adressé à nous et l'autre s'est retiré. Il nous a affirmé qu'il connaissait une technique très ancienne, qu'il tenait de ses ancêtres pour ouvrir nos esprits, décupler notre intuition et obtenir en rêve la réponse à une question sur notre avenir. Mais pas n'importe quelle question, celle qui nous obsédait le plus, même inconsciemment. Je dois dire que sur le moment, je n'avais pas vraiment de grandes questions à laquelle je cherchais désespérément une réponse. Mais je me suis prêtée au jeu. Mon ami n'a pas voulu. L'homme en costume m'a alors donné de l'encens. Il m'a expliqué que c'était un mélange de plusieurs plantes, et notamment de jasmin qui était très bon pour ce genre de rêve sur l'avenir. Il m'a également donné une petite feuille où figurait une genre de prière, écrite en phonétique. Je devais répéter cela 3 fois avant de m'endormir. Évidemment, nous avons dû lui payer une certaine somme. Mais j'ai trouvé que cela restait raisonnable. J'avais également l'interdiction de partager cette prière avec qui que ce soit. Sur le moment, j'ai pensé que c'était pour protéger son commerce. J'ai promis et mon ami et moi sommes repartis d'où nous étions venus. Nous sommes rentrés chez nous quelques jours plus tard et j'ai bien évidemment essayé cette prière. J'ai allumé l'encens et récité la formule 3 fois. Pendant mon sommeil, j'ai eu une réponse à une question que j'avais réussi à refouler. Une question qui avait pourri une bonne partie de mon adolescence. Elle m'avait déclenché de violentes crises d'angoisse et une peur constante. Puis un jour, ça avait fini par passer, doucement, mais sûrement. Seulement cette fichue prière avait ramené cette question, car cette interrogation avait toujours été là, quelque part dans mon subconscient ou mon inconscient, bref, quelque part dans mon esprit. Cette nuit-là donc, il y a exactement 4 mois, j'ai fait un rêve incroyablement réaliste. C'était d'abord une suite de plusieurs flashs. J'ai vu une amie d'enfance hurler. Elle était couverte de sang. Elle se trouvait dans un couloir de métro. Puis, j'ai entendu une détonation assourdissante et de nouveau des cris. S'en est suivi un autre flash, où j'étais mourante, avec ma famille à mon chevet. Les médecins disaient qu'ils n'avaient rien pu faire face à un cancer foudroyant. Sans transition, je me suis ensuite vue au cœur d'une émeute très violente à Paris. Des gens crachaient leur colère et jetaient des projectiles sur les forces de l'ordre, qui ripostaient à leur tour. On était en 2018. Puis, soudainement, je me suis retrouvée à Los Angeles. J'avais un journal à la main. On était le 3 mai 2019. Quand soudain, la terre s'est mise à trembler violemment. J'ai vu ensuite Venise sous les eaux. En fond sonore, j'entendais un journaliste dire que nous étions en 2026. Les flashs ont continué. Je voyais des personnes qui me sont proches mourir, soit de maladie, soit à cause de catastrophes naturelles, soit de manière violente à la suite d'agressions. Mais le plus frustrant, c'est que pour ces flashs-là, je n'avais aucune indication de temps ou de lieu. Puis, tout est soudainement devenu noir. J'ai alors entendu une voix désincarnée. Elle parlait d'un ton monocorde. Elle n'a dit que quelques mots, gravés à jamais dans ma mémoire. Notre ère touche à sa fin. Notre civilisation a dépassé depuis longtemps son apogée. Puis, il y a eu un long silence. Je ne sentais ni ne voyais plus rien. Alors que je pensais me réveiller, la voix a dit une dernière chose. Et puis je me suis réveillée. Pendant mon adolescence, les guerres, la violence, les attentats m'obsédaient, me terrifiaient. J'avais constamment peur de l'avenir. J'avais développé cette peur irrationnelle de la fin du monde. Grâce à mes proches qui avaient su me raisonner, j'avais refoulé cette idée farfelue. Mais aujourd'hui, je sais. Je sais que ma peur n'est pas si irrationnelle que ça.
Même si je sais que ce n'est pas réellement la fin du monde qui nous attend, mais la chute de notre civilisation. Je me suis réveillée avec la certitude d'être devant une vérité indiscutable. Dans les prochaines années, la violence va s'accroître. Il y aura plus de malades et plus de catastrophes naturelles. L'humanité ne s'éteindra pas. L'homme s'adaptera comme il l'a toujours fait, mais il faudra tout reconstruire. L'ordre que nous connaissons aura disparu. Tout ça va aller très vite. Je n'ai pas de date, pas de fourchette. Mais il suffit de regarder autour de vous. Les signes sont déjà là. Écoutez les informations. Voyez comme la violence grandit, comme la peur devient petit à petit notre quotidien. Voyez le nombre de catastrophes naturelles chaque année. Voyez la montée de l'insatisfaction générale, l'épuisement des ressources, la disparition des espèces, des forêts, de la barrière de corail. Ce rêve m'a terrifiée parce que je sais que c'était plus que ça. C'était la vérité. Je le sais, le ressens au plus profond de moi. Mais le plus angoissant, c'est cette dernière phrase que la voix a prononcée avant que je me réveille. Vous êtes seul. Plus personne ne veille sur vous. Cela s'est passé il y a peu de temps, même pas un mois. Tout a commencé après une mauvaise, mais hélas inévitable, nouvelle. Le genre d'événement auquel personne n'échappe malheureusement, à savoir le décès d'un proche. Pour moi, c'était celui de la vieille tante Georgia. C'était la tante de ma mère. Mais presque tout le monde dans la famille la surnommait ainsi. C'était une femme adorable, avec laquelle j'ai de très bons souvenirs. Autant vous dire que l'annonce de son décès m'avait énormément affectée. Mais la cause de mes tracas aujourd'hui n'est pas son décès à proprement parler, mais plutôt ce qu'il s'est passé ensuite. Pour tous ceux qui ont vécu la perte d'un proche, vous savez sûrement ce qui vient après l'annonce et l'enterrement. La fameuse question de l'héritage, qui est rapidement arrivée pour ma famille. Il faut dire que la tante Georgia avait beaucoup à léguer. Je n'ai jamais vraiment prêté attention à l'histoire de notre famille. En tout cas, pas du côté de ma mère. Je connaissais juste quelques anecdotes entendues par-ci, par-là. Il me semble que nos ancêtres étaient d'origine irlandaise et avaient immigré ici, aux États-Unis, dans l'espoir d'une vie meilleure, comme tant d'autres à leur époque. C'était au temps de la fameuse conquête de l'Ouest, des années 1800. Et nos ancêtres avaient ainsi réussi dans les affaires en tenant un commerce dans une petite ville. Ils avaient en tout cas gagné suffisamment pour construire une belle maison en périphérie de la ville. Cette même maison où la famille de la tante Georgia avait vécu à son tour et qui se retrouvait maintenant vide. Bien évidemment, les conflits ont vite commencé à apparaître au sein de la famille, beaucoup voulant faire main basse sur cette belle propriété, soit pour l'habiter, soit pour tenter de gagner gros en la mettant en vente. Moi, je faisais partie des quelques rares personnes qui s'en fichaient un peu. J'étais plus attristée par la mort de cette brave dame que par ses histoires d'héritage. J'étais malgré tout mentionnée dans le testament avec ma petite sœur et d'autres membres de ma famille. Pas d'argent pour nous, mais des biens matériels que la tante Georgia nous laissait libres de partager entre nous. Un week-end, nous sommes donc allés toutes les deux avec des cousins dans cette fameuse maison afin de voir ce qui pouvait nous intéresser. Très vite, nous avons tous été pris de nostalgie en découvrant cette grande demeure vide et silencieuse. Nos cousins avaient à peu près notre âge et enfants, on se voyait régulièrement lors de repas de famille. On pouvait dire qu'on avait presque grandi tous ensemble et qu'on formait une véritable bande. Et la maison de la tante Georgia était à l'époque notre terrain de jeu préféré. Il faut dire que, comme pour beaucoup d'enfants, la maison d'une vieille personne est toujours un endroit de curiosité pour nos petits yeux. C'était une plongée dans une génération bien différente de la nôtre. Et la tante Georgia avait tout un tas de vieux bibelots qui prenaient plus ou moins la poussière sur des étagères. Mais ce que l'on préférait par-dessus tout, c'était jouer dans le grenier. C'était une véritable caverne aux merveilles pour nous, remplie de meubles datant parfois du 19e siècle. On avait passé des heures à explorer les moindres recoins de cet endroit, à ouvrir toutes les malles que l'on trouvait. Je me souviens particulièrement des vieux vêtements et tissus qu'on utilisait comme déguisement ou des quelques jouets d'époque qu'on trouvait. Le trésor ultime pour nous, gamins innocents que nous étions. C'est avec cette même nostalgie qu'on a évidemment refait un tour au grenier ce jour-là, en se remémorant nos meilleurs jeux dans cette pièce pourtant sombre et poussiéreuse, où les araignées semblaient maintenant vivre confortablement.
Il y avait encore tous ces petits trésors quand nous sommes montés. Et très vite, chacun commençait à aller dans un coin, voir les meubles qui l'intéressaient. Moi, j'étais plutôt satisfaite de ce que je voyais. Bien que ce soit d'une époque et d'un style différent, pour moi qui me préparais à emménager dans mon tout premier appartement, ces vieux meubles feraient parfaitement l'affaire en plus de me permettre de faire de grosses économies sur l'ameublement. Il y avait notamment ce bureau en bois qui m'intéressait tout particulièrement. J'avais bien cru un instant que mon cousin allait le prendre avant moi, mais ce dernier m'en a finalement fait cadeau, sachant qu'il me serait plus nécessaire qu'à lui pour mes études de lettres. C'est donc assez contente que je suis repartie d'ici, et j'ai très vite emménagé dans mon appartement avec ces quelques meubles obtenus gratuitement. Passé la partie nettoyage, car avec le temps, certains avaient pris une triste mine, je me suis intéressée de plus près à mes nouveaux biens, dont ce fameux bureau qui m'avait fait tant d'effets. Comme beaucoup de vieux bureaux de cette époque, il était assez imposant et comportait de nombreux tiroirs et autres éléments de rangement. Certains étaient même munis de serrures, chose à laquelle je n'avais pas fait attention et qui m'a vite embêtée quand j'ai réalisé que je n'avais pas la clé permettant de les ouvrir. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me faire aider d'un ami pour déverrouiller tant bien que mal les vieux tiroirs sans abîmer le bureau. Je ne m'attendais pas à y trouver un trésor caché, mais j'étais assez curieuse de voir ce qu'il renfermait. Au final, 2 étaient vides, et les derniers contenaient ce qui semblait être des carnets, 3 en tout. Je me suis très vite aperçue en les feuilletant qu'il s'agissait en réalité de journaux intimes, des petits journaux, tous signés d'un certain William et datés jusqu'à l'année 1889. Durant les recherches que j'ai effectuées ultérieurement, je n'ai trouvé que peu d'informations à son sujet. Juste qu'il s'agissait du fils cadet de l'arrière-arrière-grand-mère de tante Georgina. Un fils malheureusement mort jeune, chose fâcheusement courante à cette époque, et dont la mère ne se serait jamais remise. Quand j'y repense, je pense savoir pourquoi maintenant, bien que j'espère sincèrement qu'elle n'avait jamais trouvé ces journaux. J'étais toute excitée en trouvant ces carnets, surtout qu'ils avaient bien résisté au passage du temps. Ce n'était ni plus ni moins que des récits de la vie quotidienne d'une toute autre époque que j'avais en main. C'était donc tout naturellement que, le soir même, je me suis mise à les lire. C'était fascinant de découvrir cette partie de ma famille dont j'ignorais l'existence, mes ancêtres, en plus de me plonger dans la vie d'un jeune homme de cette époque. Finalement, nos vies étaient assez similaires. Ils faisaient face aux mêmes problématiques que bon nombre de garçons de nos jours, notamment la question des relations amoureuses, l'avenir, le travail, etc. William était un jeune homme de tout juste 19 ans qui me paraissait fort sympathique, auquel je me suis attachée au fil des pages. Il tenait ses journaux afin d'y narrer sa petite vie et, je cite, s'entraînait à écrire, rêvant de devenir écrivain. Le récit de ses journées était parfois entrecoupé de poèmes rédigés de sa main, de notes, d'idées d'histoire. Il semblait plutôt bien parti pour devenir un bon écrivain, selon moi. C'était même, dans un sens, du gâchis que ce malheureux soit mort si jeune, alors qu'il semblait avoir un certain potentiel. Mais, lorsque j'ai commencé à lire le 3e et dernier journal, les choses ont pris une tournure que même le romancier amateur qu'il était n'aurait pu imaginer pour une fiction. C'est d'ailleurs pour cela que, depuis la lecture de ces carnets, j'ai du mal à dormir. Cette histoire me reste en tête, et j'ai beau effectuer des recherches, impossible de trouver quoi que ce soit dessus. Ma famille elle-même ne semble rien savoir à ce sujet, personne n'ayant ne serait-ce qu'entendu parler de ces journaux. De toute évidence, même à l'époque, personne ne pouvait savoir l'horreur écrite entre ces pages. C'est pour cela que j'ose aujourd'hui en parler via ce post. Peut-être que certains d'entre vous pourront m'aider. Si vous avez des informations à ce sujet, sinon, je vous laisse simplement découvrir ce qui pourrait être un incroyable fait divers d'il y a presque 2 siècles et dont personne n'est au courant. 27 juin 1889. Les doux rayons du soleil dégagent d'ores et déjà une chaleur qui semble annoncer un été chaud et sec. Mes chemises les plus légères peinent à m'épargner la suffocation certains après-midi. Et je ne parle pas de ces dames dont les robes semblent plus ressembler à un outil de torture qu'à un simple vêtement.
Heureusement pour nous qu'une rivière borde notre petite ville. La fraîcheur de cette dernière et des arbres alentours nous y attire tels des insectes guidés par la lumière d'une lampe à pétrole. Toute la bonne société vient s'y prélasser, et moi-même, je ne peux qu'apprécier mes promenades le long de cette source d'eau si précieuse en ces temps si chauds. Je pense d'ailleurs y retourner très prochainement. L'ombre des arbres du jardin ne suffisant pas à satisfaire mon besoin de fraîcheur. Peut-être y croiserai-je quelques voisins, des amis. J'ose espérer y voir la douce Laura, dont la beauté égale à sa bonté ne me laisse pas indifférent. Nous pourrions discuter de ce dernier roman dont je lui ai vivement conseillé la lecture, ou tout simplement admirer les quelques artistes venus immortaliser la rivière et ses visiteurs sur leur toile ou leur carnet de croquis, accompagnés des rires d'enfants pataugeant avec insouciance dans l'eau fraîche. Nous avons également eu du courrier aujourd'hui. Le vieil oncle Georges serait souffrant et écloué au lit. Un méchant coup de chaud selon le docteur. J'imagine qu'à New York, la chaleur doit être pire qu'ici, malgré l'océan l'entourant. Je garde moi-même un souvenir peu agréable de cette ville depuis ma dernière visite. Les rues ont beau être animées, tout ce monde s'agitant dans ces petites rues étroites est à vous donner le tournis. Sans compter ces hauts immeubles qui, personnellement, me gratifient d'une impression d'emprisonnement et d'étouffement peu agréable. Bien heureux sommes-nous de vivre en campagne, ça je vous le dis. 29 juin 1889. J'ai fait une bien heureuse rencontre aujourd'hui. Alors que j'effectuais ma quotidienne balade près de la rivière, quel ne fut pas mon saisissement d'apercevoir près de la rive ce bon vieux Hal. Passé l'effet de surprise, nous nous sommes pris dans les bras sous des acclamations de joie suffisamment fortes pour que quelques personnes se tournent en notre direction. Qu'importe leur regard jugeur, j'étais bien trop heureux de retrouver mon cher Albert. Voilà bien presque un an qu'il nous avait quittés pour aller poursuivre ses études à New York. D'ici quelques années, si les efforts d'Hal paient, et au vu de son caractère travailleur, le contraire m'étonnerait fortement, notre petite bourgade accueillerait alors le docteur Albert Johnson. En attendant, c'est pour les vacances que ce bon vieux Hal est de retour au bercail, ce dont je ne peux que me réjouir. Mes journées d'été s'annonçant maintenant bien plus animées et intéressantes avec sa présence. Nous avons passé au moins 2 bonnes heures à nous raconter nos vies, bien que celle d'Albert me parut plus intéressante. La vie à New York lui plaît, mais il ne m'a pas caché que notre chère Verniona et son calme lui manquaient par moments. Il faut dire que nous avions grandi ici, loin du vacarme des grandes villes, et étions habitués à cette tranquillité et cette verdure environnante. Nous nous sommes d'ailleurs remémorés nos jeux d'enfants, nos après-midi d'été à pêcher le long de la rivière. Cette même rivière où, une fois venues les fougues de l'adolescence, nous tentions d'observer cachées dans les broussailles ces demoiselles qui venaient se baigner, abandonnant leurs jupons et dévoilant un peu de leur peau nacrée. Nous en avions fait des cachotteries. C'était le bon vieux temps, douce innocence d'une enfance lointaine maintenant. Nous avons fini par décider de renouer avec un petit peu de cette joie d'antan en nous retrouvant un jour prochain pour une partie de pêche comme nous le faisions auparavant. Cette idée m'a aussitôt enchantée. Mais cela ne m'a guère étonnée venant d'Hal, qui a toujours eu de bonnes idées. J'espère seulement ne pas avoir perdu la main après toutes ces années, bien que cela pourrait être drôle à voir. 30 juin 1889. Nous n'avons pas perdu notre temps pour cette journée de pêche. C'est de bonne heure que nous sommes partis ce matin. Canne sur l'épaule et seau à appât dans la main. C'est même en chantonnant que mon camarade et moi sommes partis en forêt rejoindre la rivière, loin des rassemblements au niveau du parc, qui ne feraient qu'effrayer le poisson. Nous avons bien marché. Je suis même le premier étonné que nous nous rappelions encore le chemin que nous empruntions d'ordinaire. Si seulement la pêche avait été bonne. Mais hélas, que de malchance nous avons eu. Les quelques rares poissons qui daignaient se montrer ne semblaient guère intéressés par nos appâts. C'est donc bredouille que nous sommes rentrés. Nous avons néanmoins bien ri. Autant de notre malchance que des bons souvenirs que nous nous sommes remémorés. Il me tarde que nous nous revoyions plus vite. Peut-être pourrions-nous nous rendre à Eugene City boire un whisky et fumer quelques cigares au bar, en profiter pour faire quelques emplettes. L'idée semble l'avoir enchanté. Il ne reste plus qu'à s'organiser pour cette petite excursion. 3 juillet 1889. On sent que la fête nationale aura lieu demain.
Les rues se parent de notre beau drapeau, et les marchands se font une petite fortune à vendre toutes sortes de babioles pour l'occasion. Nous avons ouï dire qu'il y aurait un grand feu d'artifice à la nuit tombée. Peut-être pourrions-nous revenir ici afin d'y assister, sans compter qu'on s'y amusera davantage que dans notre chère Verniona, un peu trop sage. Hal n'a d'ailleurs pas perdu son temps. Ce bougre semble avoir été séduit par la charmante serveuse du bar, où nous avons bu un verre cet après-midi. Il faut dire qu'elle a un joli minois et un regard insolent, qui n'est pas pour déplaire aux hommes. Je le laisse tenter sa chance avec elle. Je préfère les 12 yeux de Laura, que j'espère croiser très bientôt. En parlant de croiser quelqu'un, nous avons fait une drôle de rencontre aujourd'hui. Un cirque itinérant est arrivé en ville cette semaine. Nous avons vu les artistes défiler au son de leurs petites fanfares dans la rue principale, à la sortie du bar. Leur monsieur loyal vantait les mérites de son cirque, tandis que quelques clowns et acrobates s'en allaient distribuer des prospectus aux passants qui s'arrêtaient pour les observer. Bien évidemment, ce sont surtout les enfants qui se sont précipités dessus, suppliant leur père et tirant les jupons de leur mère, afin d'obtenir la permission d'assister à une représentation. Nous avons également eu le droit à un prospectus, elle et moi, de la main du Pierrot et de son éternel air triste. La joyeuse troupe se prénommait le cirque de Monsieur Live. Et le programme que vantait leur affiche et prospectus avait le mérite d'attiser notre curiosité. En lettres calligraphiées nous étaient proposés les classiques numéros de clowns et d'acrobates, mais aussi d'autres plus originaux comme, selon leur dire, leur chat savant, un avaleur de sabres, ou d'autres curiosités comme des monstres, comme on en entendait souvent parler. Je dois reconnaître que l'idée de voir des êtres humains difformes avait éveillé un certain voyeurisme en nous. Mais ce n'était pas cela qui nous avait le plus intrigués. Ce qui nous avait immédiatement sauté aux yeux, c'était elle, celle qui tenait la tête d'affiche, également immortalisée par le coup de crayon gracieux d'un artiste, Pandore. Elle était présentée comme une danseuse, mais aussi et surtout comme une créature divine, une beauté sans pareille qui faisait battre les cœurs. Il faut reconnaître que rien que son croquis nous donnait un aperçu somme toute alléchant de cette demoiselle. Elle était représentée grimée en une sorte de nymphe, ce qui semblait cohérent au vu de son nom antique. D'ailleurs, pourquoi Pandore ? Était-ce parce que, comme dans le mythe, elle nous ferait céder à notre trop grande curiosité ? C'est en tout cas ce qu'a suggéré Hal. Et j'étais plutôt d'accord avec lui, étant en effet bien curieux de voir le numéro de cette beauté. C'est donc tout naturellement que nous avons fini par nous mettre d'accord pour nous rendre à une représentation dans la semaine. Nous n'avions rien à faire dans les jours à venir, et nous avions envie de voir ce que réservait ce fameux cirque. Ainsi, autant nous y rendre. Nous avons choisi d'y aller le 5, le lendemain de la fête nationale. Je suis plutôt enthousiaste à l'idée de cette petite soirée entre amis. Cela sera sans doute amusant. Et depuis quand ne suis-je pas allée au cirque ? Les derniers souvenirs que j'ai de ce genre de spectacle remontent à l'enfance, lorsque j'y allais accompagnée de mes chers parents et de mon frère aîné. Cela me rappellera donc de bons souvenirs. On dit en plus que, depuis le temps, de nouveaux numéros ont été conçus, des nouvelles attractions. Peut-être y inviterai-je Laura, si le spectacle se trouve plaisant, et surtout si j'ai le courage de le lui demander. 6 juillet 1889. Je ne me remets pas de notre soirée de la veille. Que de choses se sont passées, mais quelle joie! Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas amusée ainsi. J'ai comme convenu retrouver Hal pour que nous nous rendions en fin d'après-midi à Eugene City. Nous y avions bien soupé avant de nous rendre au cirque de Monsieur Live. La troupe s'était installée en périphérie de la ville, aux abords d'une forêt. J'ai tout de suite été impressionnée par la multitude de tentes et de caravanes entre lesquelles fourmillait la foule, le tout éclairé par des lampions de couleur. Un homme, coiffé d'un haut de forme et son singe accueillait le public au son d'un orgue de barbarie. Tandis qu'une tante s'occupait de la vente de confiseries en tout genre, dont l'odeur sucrée réveillait à nouveau notre appétit à Hal et à moi. En nous promenant un peu, nous avons également vu des enfants se pressant autour d'un magicien. La ménagerie et quelques attractions sous des tentes comme celle de Dame Micha, la diseuse de bonne aventure. Ou encore
le cabinet de curiosité du docteur Hubert, qui n'était guère intéressant, ne présentant que quelques plantes exotiques, d'étranges objets et quelques bizarreries animales soigneusement empaillées ou conservées dans des bocaux de vitriol. Vers 20h, nous avons fini par rejoindre le grand chapiteau afin de nous trouver une place. Par chance, nous avons pu en trouver au premier rang, nous offrant ainsi la meilleure vue sur la piste. Une fois la foule installée, le même petit orchestre que nous avions vu défiler dans les rues il y a 2 jours a commencé à jouer, lançant ainsi le début du spectacle. Je ne m'attendais pas à quelque chose de forcément exceptionnel ce soir-là. Je voulais juste me divertir en compagnie de ce bon vieux Hal. Mais très vite, nous en avons eu pour notre argent. À $2 la place tout de même. Passé le numéro de clown, classique mais qui amuse autant les enfants que leurs parents, nous avons eu droit à celui de l'avaleur de sabre. Très impressionnant, il faut le reconnaître. Quant aux chats savants, effectivement, ces matous semblaient bien intelligents au vu des tours qu'ils effectuaient. Il y a ensuite eu un numéro de trapéziste par un jeune couple, un cracheur de feu. C'est à partir du numéro des curiosités du docteur Hubert que le spectacle a pris une tournure vraiment intéressante. Ce n'est pas tous les jours qu'on voyait un homme tatoué de la tête aux pieds, une femme à barbe, ou encore cet étrange enfant à 3 jambes. Je me demande encore comment une telle chose peut être possible. Enfin, après une bonne heure d'attente et de numéros en tout genre, Al et moi avons enfin eu ce pourquoi nous étions venus. Nous avons d'abord été surpris de voir être amenée sur la piste une grande boîte étrangement décorée. Quand la foule s'est faite silencieuse, la musique a repris. Mais non celle de l'orchestre, celle d'une boîte à musique. C'est à ce moment-là que le contenant sur la piste s'est ouvert et qu'une fumée blanche s'en est échappée. Une silhouette n'a pas tardé à en sortir à son tour. Et c'est là que notre petite soirée a vraiment pris une tournure des plus plaisantes. La belle Pandore était enfin là, sous nos yeux ébahis, aussi belle que sur les affiches la représentant. La taille fine, un teint de porcelaine, une longue chevelure bouclée tombant sur ses épaules nues et ses hanches rebondies. Nous n'étions visiblement pas les seuls à être tombés sous son charme, au vu du regard de certains hommes dans l'assemblée. Et ce visage. Quel dommage que ce masque lui en cachait la moitié. En effet, nous n'avions pas prêté attention à ce détail jusque-là. Mais la belle se présentait avec un élégant masque noir et blanc, parsemé de quelques dorures, recouvrant le côté gauche de son visage. On ignorait pourquoi un tel accessoire, mais nous n'y avions pas plus réfléchi que cela, bien trop concentrés sur son numéro. Je dois reconnaître qu'au niveau de la danse, elle n'avait rien d'exceptionnel. C'était un mélange de classique et de danse plus exotique, mais rien d'impressionnant. C'était surtout pour sa beauté que l'on venait. C'était cela le véritable numéro. Et quel numéro! On admirait son corps ondulé se mouvoir au rythme de la musique, faisant virevolter avec elle les volants de son costume et sa crinière brune. Elle souriait, fixait le public d'un regard provoquant, avec un air fier et une confiance insolente. Elle se jouait de nous, se nourrissait de notre admiration, insaisissable nymphe qu'elle était. En plein milieu de sa danse, elle s'est rapprochée des bancs, offrant ainsi une bien jolie vue sur son corps de rêve aux chanceux des premiers rangs, dont nous faisions bien évidemment partie. Plusieurs fois, elle a fait mine d'interagir avec certains, avant de finalement s'avancer vers nous. Je me rappelle avoir souri bêtement, presque rougissant, quand son regard azur, son seul œil visible, a croisé le mien. Puis, sans prévenir, elle a passé un de ses drapés autour des épaules d'Al, qui est devenu d'un rouge. Elle a souri, l'air effronté, avant de miner qu'elle le repoussait, amusant quelques spectateurs, dont moi. Je n'ai d'ailleurs pas manqué de taquiner mon ami sur la chance qu'il avait. Puis, comme si de rien n'était, Pandore est retournée sur la piste gracieusement. Et après encore quelques pas, elle est allée se recroqueviller dans sa boîte, laquelle se refermait de concert avec l'arrêt de la musique. Nous avons de nouveau applaudi, à la fois émerveillés et surpris par ce drôle de numéro auquel nous venions d'assister. Pour être honnête, nous étions tellement perturbés que nous n'avons même pas fait attention aux numéros qui ont suivi.
Mais est-ce que tout cela se termine là? Que nenni! À peine sortis du chapiteau, alors que nous ne souhaitions pas nous attarder ici, des clowns qui animaient l'entrée pour saluer les spectateurs rentrant chez eux nous ont interpellés à notre tour. Ils ont reconnu Hal, qu'ils ont également taquiné sur son passage remarqué au numéro de la Belle Pandore, avant de nous inviter à participer à un jeu. Ils proposaient une petite loterie permettant de gagner quelques menus cadeaux. Effectivement, nous voyons depuis tout à l'heure certains enfants ou adultes chanceux repartir avec des confiseries ou des jouets, montrant que ce n'était pas un de ces jeux truqués de fêtes foraines que l'on connaissait si bien. Bon joueur, nous avons décidé d'y participer nous aussi. Pas de chance pour moi. Je n'ai eu le droit qu'à un bon pour l'attente aux confiseries. Mais je n'avais plus envie de manger. Quant à Hal, la chance a semblé lui sourire ce soir. Le bougre avait gagné ce qu'ils appelaient le ticket diamant. Une place gratuite pour leur prochaine représentation, avec une collation offerte et une rencontre avec les artistes. Nous avons immédiatement plaisanté sur le fait qu'il allait pouvoir rencontrer en privé Pandore. Ce sur quoi on renchérit les deux clowns en lui remettant son prix. Est-ce qu'il allait revenir? Bien évidemment. Je leur viens un peu sur ce coup-là. Mais cela a été son tour de me taquiner en me promettant de me raconter sa future rencontre avec la Belle, et notamment de me décrire la beauté cachée sous son masque, que je l'immortalise de ma plume si l'inspiration me venait. Après cela, nous avons fini par retourner à notre hôtel, nous remémorant notre drôle de soirée. Et Pandore, dont le nom revenait évidemment dans nos conversations. La représentation suivante aura lieu après-demain, et Hal semble décidé à y aller pour profiter de son prix. Tant pis pour moi. La chance ne m'aura pas suivi ce soir-là. Restent au moins les rires et les bons souvenirs que nous en garderons. « 9 juillet 1889. Je n'ai pas croisé Albert aujourd'hui. Il doit probablement encore être à Eugene City à l'heure qu'il est. Il reviendra d'ici demain, je pense. Sa petite soirée au cirque a dû être bien sympathique quand j'y repense. Mais j'aurais moi aussi des histoires à raconter. Lors de mon habituelle promenade au parc, j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer Laura, accompagnée de ses deux jeunes frères et de sa mère. Tandis que cette dernière surveillait les deux petits fripons, j'en ai profité pour longer le long de la rivière avec leur sœur aînée. Nous comptant chacun nos journées, quelques anecdotes quand nous en avions. Elle était, elle aussi, heureuse d'apprendre le retour de Hal chez nous. Je lui ai promis d'aller la retrouver avec ce dernier un jour prochain. Nos discussions se sont ensuite concentrées sur notre goût partagé de la littérature. J'ai, pour une fois, osé partager quelques-unes de mes idées de romans, espérant un avis éclairé de sa part. Chose dont je ne m'inquiète pas au vu de l'esprit brillant de Laura. Que dire si ce n'est que j'étais tout en joie de l'entendre complimenter mes écrits. Elle y décèle un certain potentiel, et me prie de lui en faire lire davantage de mes œuvres. Quelque chose que je n'ai pu qu'accepter, malgré ma langue qui fourchait tant ces mots joués sur mon esprit. Je relis donc depuis mon retour à la maison mes journaux, à la recherche de la perle qui saura séduire Laura. Oserais-je tout particulièrement la toucher avec mes poèmes? Peut-être même devrais-je essayer de lui en dédier un. Voilà un beau cadeau qui pourrait toucher son cœur, non? Je demanderai toutefois à Hal ou à mon frère leur avis une fois l'œuvre finie avant de le lui offrir. Je ne supporterais pas la honte qui s'ensuivrait si le poème venait à lui déplaire. 10 juillet 1889. La chance semble me sourire cette semaine. J'ai revu Laura alors que j'allais acheter quelques cigares au magasin. Elle admirait avec une amie les nouveaux tissus fraîchement arrivés, dans l'espoir de se faire fabriquer de nouvelles robes. Et je n'ai pu m'empêcher de complimenter son choix pour des fleurs des champs sur fond jaune. Ce qui l'a convaincue d'en prendre un rouleau, en plus de m'offrir un charmant sourire. Nous avons moins discuté qu'hier, mais j'ai pu lui offrir un de mes carnets afin qu'elle le lise et m'éclaire de son analyse juste et fine. J'ai également osé lui proposer que nous allions ensemble au cirque un soir, ce à quoi elle m'a dit qu'elle allait y réfléchir et me donnerait très vite des nouvelles. Je ne peux qu'espérer qu'elle acceptera. Ce n'est certes pas la rencontre la plus romantique, mais il faut bien commencer par quelque chose si je veux espérer gagner son cœur. En parlant de cirque, je n'ai toujours pas revu ce bon vieux Hal depuis qu'il y est retourné il y a 2 jours. Il devrait être rentré depuis, mais j'ai visiblement manqué son arrivée. À moins qu'il soit fatigué par le voyage et qu'il préfère se reposer chez lui, dans sa demeure familiale.
J'irai prendre de ses nouvelles demain. 11 juillet 1889. Un orage a décidé de perturber notre quotidien. Impossible de sortir dehors pour le moment. Je ne peux qu'attendre, comme tout le monde. 12 juillet 1889. Malgré le temps encore un peu maussade, nous pouvons au moins sortir à nouveau le temps d'une course. J'ai croisé le docteur Berndt, dont l'orage d'hier aurait endommagé le toit de sa maison, ce qui pourrait l'empêcher de réaliser ses consultations dans de bonnes conditions. Rien de bien intéressant outre cela. Je n'ai croisé personne d'autre en particulier qui aurait pu marquer cette journée. Petit inconvénient des villages de campagne un peu trop paisibles. 15 juillet 1889. Voilà une semaine au moins que je n'ai pas revu ce cher Albert. J'aurais pensé le recroiser à l'église dimanche matin. Mais même là-bas, je n'y ai vu que sa mère qui semblait préoccupée elle aussi. Elle m'a appris avec étonnement qu'Al était bel et bien rentré depuis tout ce temps, mais que ce dernier semblait différent, beaucoup moins joyeux que d'ordinaire. L'homme resterait cloîtré dans sa chambre et ne sortirait presque plus selon ses dires. Je me suis proposé de passer le voir demain, histoire de lui remonter le moral. Ce qu'elle a approuvé avec un certain enthousiasme. Je m'y rendrai donc demain après-midi. Cette drôle de rencontre m'aura perturbée, au point de presque en oublier avoir également croisé Laura, qui n'a pas manqué de faire l'éloge de mes poèmes. Oh, douce Laura, dont la gentillesse est égale à sa beauté. Que je n'espère que le ciel m'accorde la grâce d'un jour conquérir ton cœur si pur. 16 juillet 1889. Je comprends mieux les craintes de la mère d'Albert maintenant. Ce dernier m'a semblé bien fatigué quand je l'ai enfin vu cet après-midi. Lui qui est d'habitude si soigné, si coquet, quel défroque il avait, avec ses cheveux mal peignés et sa barbe non rasée. Il m'a paru heureux de me revoir, mais en même temps si anxieux. C'était une drôle de sensation. Nous avons pris le thé dans sa chambre, à sa demande, loin des oreilles curieuses de sa pauvre mère inquiète. Mon premier réflexe avait été de lui demander comment s'était passée sa soirée au cirque la semaine dernière, afin de rire un peu comme nous le faisions d'accoutumée. Grossière erreur. L'évocation même du cirque l'a mis en colère, à mon plus grand étonnement. J'ai tenté de m'excuser, ne voulant pas l'énerver, mais Al a pris les devants, s'excusant de son emportement. Voyant mon regard interrogateur, il a répondu à ma question avant même que je ne la pose. Que s'était-il passé ce soir-là ? Rien de particulier. Enfin, jusqu'à la fin de la représentation. La rencontre avec les artistes promises semblait s'être mal passée de toute évidence. Et c'est ce que m'a confirmé mon pauvre ami en me faisant part de son récit. Tout avait l'air de bien aller au départ. La troupe lui avait fait visiter les coulisses de leur spectacle. Ils avaient discuté de leur voyage à travers le pays, d'affaires et tant d'autres banalités. Puis, c'est au moment de rencontrer Pandore que tout avait dégénéré. Cela m'avait bien étonnée d'entendre cela. Rencontrer cette charmante danseuse étant la raison même de pourquoi il avait accepté ce prix. Il l'a effectivement rencontrée dans sa tente, seule, sans aucun autre membre du cirque. Elle l'attendait toute souriante, vêtue d'une simple robe de chambre et non plus de son costume de scène. Albert a bien évidemment tout de suite voulu séduire la demoiselle qui, comble de la joie, était réceptive à ses avances et était rentrée dans son jeu. Je ne pouvais qu'être content pour lui, mais c'est là que les choses ont dégénéré. Quand il a voulu retirer son masque, car oui, la belle portait toujours ce drôle de masque cachant une partie de son visage. Elle ne s'est pas mise en colère, ni même empêchée de le faire, bien au contraire. Albert avait dû faire une pause avant de reprendre son récit. Il était encore sous le choc. Il aurait, en retirant ce masque, commis la plus grosse erreur de sa vie, selon ses dires. Ce qu'il se cachait en dessous était la cause de tous ses malheurs aujourd'hui. Bien entendu, je lui ai demandé s'il n'exagérait pas un peu en disant cela, mais il m'assure que non. Ce qu'il aurait vu l'aurait terrifié. Une vision d'horreur qu'il refusait de me décrire et qu'il ne pouvait oublier. La jeune fille n'avait pas semblé blessée par sa réaction de dégoût, non. Elle souriait toujours. D'après Albert, elle se délectait de son effroi, le regardant simplement prendre la fuite en riant. Personne n'a tenté de le retenir ou de chercher à comprendre ce qu'il s'était passé. Ils l'ont laissé partir aussi vite qu'il était revenu. J'avais du mal à croire une telle histoire, même encore maintenant en écrivant ces lignes.
Mon esprit ne peut se résoudre à l'idée d'un tel scénario. Pourtant, Albert semblait bien mal en point depuis ce soir-là. Je l'ai bien vu. Il m'a avoué ne plus se sentir en sécurité nulle part. Se sentir comme observé, suivi partout où il va. Tout cela à cause d'une histoire de masque? Que cachait donc cette si jolie Pandore qui a pu à ce point terroriser mon ami d'ordinaire si robuste? Impossible pour le moment de savoir. Albert a refusé de m'en dire plus. Si ce n'est me mettre en garde de ne plus jamais approcher ce cirque, et encore moins la danseuse. Chose que je lui ai promis afin de le rassurer. Cela n'avait pas l'air de suffire à calmer ses craintes. Je revois encore son regard si abattu quand nous nous sommes dit au revoir. Moi-même, j'étais mal à l'aise. C'était comme si je le voyais pour la dernière fois, tant son regard me semblait éteint, vide d'expression. Demain, j'irai voir le docteur Berndt, afin qu'il aille voir ce pauvre Hal. Il m'en voudra peut-être d'avoir fait cela, mais je ne peux pas me résoudre de laisser mon ami dans une pareille détresse. En attendant, je ne peux qu'essayer de trouver le sommeil. Mais je ne sais si mon esprit me laissera une once de repos ce soir, tant tous ces événements l'ont secoué. 17 juillet 1889. Il n'y aura pas de visite du docteur Berndt aujourd'hui. Albert a disparu. C'est sa mère en pleurs qui nous a avertis ce matin. Alors que ma mère était restée dans notre salon avec elle afin de la consoler, avec mon père et mon frère, nous avons pris chevaux et fusils et nous sommes partis rejoindre d'autres hommes du village pour chercher Albert. Nous avions beau fouiller bois et prairies, nous n'avons trouvé aucune trace de lui. Et maintenant que la nuit est tombée, nous ne pouvons continuer davantage nos recherches pour l'instant. Sa mère est effondrée. Nous l'avons invitée à passer la nuit chez nous afin de ne pas la laisser seule dans son désespoir. J'essaye tant bien que mal de ne pas montrer le mien afin de ne pas l'attrister davantage. Qu'est-il donc arrivé à mon pauvre ami? Aurait-il perdu la raison? Je prie le ciel que rien ne lui soit arrivé et qu'il nous revienne sain et sauf. 18 juillet 1889. Toujours aucune trace de ce pauvre Albert. Les recherches vont être étendues aux villes voisines, même si je doute qu'il ait pu en rejoindre une aussi vite à pied. Nous avons bien demandé aux employés de la gare s'ils n'avaient pas vu passer Hal la veille, mais ils sont formels. Aucun individu correspondant à sa description n'a été aperçu aux abords de la gare ou dans un train. Le shérif est sur l'affaire également. Toute la ville l'est même. Cette chère Laura, que j'ai croisée en cherchant près des champs aux alentours de sa demeure, était aussi attristée que moi par cette sinistre histoire. J'ai voulu me faire rassurant, lui promettant que on le retrouvera au plus vite. Ce n'est pas dans un tel moment que j'imaginais qu'on échangerait notre premier baiser. Mais c'est ainsi que cela s'est fait. Et je ne vais pas non plus m'en plaindre. Cela m'a redonné du courage pour cette nouvelle journée de recherche, qui s'est de nouveau avérée infructueuse. Éclairée par la lumière de ma lampe à pétrole, j'écris ces lignes, plein de doutes et d'inquiétudes. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon ami. Je veux le retrouver en vie si Dieu le veut. Je repense à notre dernière rencontre et je ne peux m'empêcher d'imaginer toutes sortes de scénarios expliquant un tel drame. Est-ce que cette fameuse soirée au cirque aurait un lien dans la disparition de mon cher Hal? Cela me semble bien trop farfelu, mais quand je revois l'état dans lequel il en est sorti, je ne peux m'empêcher de m'interroger. Aurait-il été terrifié au point de fuir ainsi maison et famille en pleine nuit? Je ne sais même pas si je peux en parler au shérif ou même à ma famille. Peut-être me prendront-on pour un fou. D'ailleurs, le cirque était-il encore en ville? Ou a-t-il déjà mis les voiles? Il faut que j'essaie de me renseigner dès demain. 19 juillet 1889. Les recherches se sont étendues à Eugene City, là où s'est rendu Albert seul, comme je l'ai expliqué au shérif. J'ai pu l'accompagner pour les recherches. Nous avons surtout concentré nos recherches sur l'hôtel et les bars où il aurait pu se rendre. Nous avons eu la confirmation qu'il a bien passé une nuit ici, et nous sentons le cirque, qui est depuis parti dans une autre ville. Oui, j'ai osé parler de ce que m'avait raconté Albert au shérif, mais comme je l'imaginais, cela me semblait bien trop farfelu à croire, à moins qu'Albert ne soit devenu fou. Il était bien retourné dormir à l'hôtel après le spectacle,
avait bu plusieurs verres de whisky au bar, avant d'aller se coucher et de partir le lendemain matin après avoir payé la chambre. Nous aurions bien voulu avoir le témoignage de la troupe, mais ils étaient partis continuer leur voyage à travers l'État. Ils étaient déjà loin à l'heure qu'il est, et aucun signalement d'événements étranges n'avait été fait jusque-là. Je reste moi sur ma faim, ne pouvant m'empêcher de repenser à ma dernière rencontre avec Albert. Je commence à croire qu'il s'est réellement passé quelque chose au cirque pour qu'il disparaisse ainsi, aussi fou cela puisse paraître. J'ai appris qu'il se produirait ensuite à Silverton. C'est bien loin d'ici, mais il faut que j'aille leur demander s'ils savent quelque chose concernant Albert. On ne peut plus laisser la moindre piste inexplorée. Tant pis si le shérif ne semble pas croire à cette histoire. Moi, j'irai à Silverton mener mon enquête. J'ai déjà averti Laura de mon départ, lui promettant d'être prudent et de revenir au plus vite retrouver la douceur de ses lèvres, dont je ne me lasse déjà plus. Elle est bien ma seule consolation en ces jours si sombres, doux rayons de soleil, à travers le ciel orageux. 21 juillet 1889. Je suis bien arrivée à Silverton. Le voyage en train fut plus rapide que je ne pensais. J'ai laissé un mot à mes parents pour leur expliquer mon départ. J'espère qu'ils comprendront. La chambre d'hôtel où je réside est miteuse, mais pour le peu de temps que je viens passer ici, cela suffira amplement. Heureusement que le déjeuner est correct, j'ai besoin de force. Il y aura une représentation ce soir. Je compte bien m'y rendre et savoir le fin mot de cette histoire. 24 juillet 1889. Je suis bien content d'être enfin de retour chez moi, même si rien ne semble pouvoir me remonter le moral après tout ce qui s'est passé. Une certaine crainte m'anime toujours pourtant. Peut-être suis-je tout simplement dans le déni. Je crois que je commence à comprendre, mais j'aurais préféré rester dans l'ignorance. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter du temps qu'il me reste à vivre. J'ai l'impression qu'il est déjà trop tard. Tout s'est bien passé ce soir-là au cirque, du moins en apparence. J'avais retrouvé son mélange de lumière colorée, de musique entraînante et d'odeurs sucrées. Mais il n'y avait plus l'insouciance de ma première visite ici. J'ai très vite compris que quelque chose n'allait pas au vu des regards des différents membres de la troupe. Je me sentais observée, surveillée. Ils ont dû me reconnaître. C'est l'impression que j'avais. Mes craintes se sont confirmées quand un clown m'a souhaité un bon retour au cirque, me faisant remarquer que mon ami était lui aussi revenu il y a quelques jours. Chose rare, les gens ne venaient qu'une fois au spectacle en général. Je n'ai rien dit concernant sa disparition, afin de ne pas éveiller les soupçons. S'ils étaient impliqués dans cette histoire, bien évidemment. En regardant le spectacle, une partie de moi se sentait stupide d'imaginer et de croire à des théories pareilles. Que j'accusais sans preuve une innocente troupe d'artistes sillonnant le pays sans jamais faire d'histoire. Je suis néanmoins resté vigilant, surtout quand est enfin arrivé le numéro de la fameuse Pandore. Un frisson des plus désagréables m'a secoué quand la musique accompagnant son numéro de danse s'est retentie et que sa silhouette s'est dessinée dans la fumée qui sortait de sa boîte. Elle était toujours aussi resplendissante, délicieuse créature provocante. Je ne pus m'empêcher d'être méfiant, mais je l'admirais, plus subjugué par sa beauté, mais je la fixais froidement, à la recherche du moindre indice qui pouvait m'aider. Évidemment, son masque a rapidement capté mon attention. Je repensais à ce que m'avait dit Albert à son sujet. Elle le portait toujours, cachant la moitié de son visage, dont on devinait le sourire malicieux, alors qu'elle ondulait son corps de nymphe. Et puis, elle s'est de nouveau approchée du public comme la dernière fois. Qui donc allait être l'heureux élu qui se ferait approcher par cette beauté intimidante? J'aurais tant souhaité que ce ne soit pas moi. Elle me fixait de son œil azur, son sourire taquin en coin. Elle s'est ensuite avancée vers moi. Mais tout me semblait plus long, plus lent. J'ai de nouveau frissonné quand elle passa son flair autour de moi, se penchant d'un air provoquant sur moi. La première fois, nous avions bien ri avec Al, rougi même face à cette désinvolture. J'ai tout de suite fixé son visage qui faisait de même, scrutant mon regard curieux. Elle savait. Elle n'attendait que ça. J'ai osé regarder son masque, regarder à travers l'ouverture pour l'œil. C'est là que mon destin fut scellé, mon sort décidé. Je l'ai vu. Le reflet vert de son œil droit. Enfin, ce que je croyais. J'en fais encore des cauchemars. Je ne dors plus tant, cela me hante. Je le revois, ce vert sombre,
la pupille dilatée, grossièrement placée là pour que moi seule puisse le voir. Les reflets verts de l'œil de mon cher Albert. Ma main tremble en sachant ce qu'il a subi. Les larmes manquent de couler. Et dire que je suis le prochain. 25 juillet 1889. Je ne dors toujours pas. Je ne mange plus également. Mes journées, je les passe ici, dans ma chambre, à guetter par la fenêtre et attendre. Je sens que c'est bientôt la fin pour moi. Ils sont là, je le sais. Encore aujourd'hui, j'ai reçu une lettre m'offrant une place d'invité d'honneur à une représentation future du cirque, me félicitant d'avoir gagné à leur loterie. J'avais pourtant refusé d'y jouer, et j'étais vite partie une fois le spectacle terminé. C'était visiblement déjà trop tard, elle m'avait choisi. Je suis maintenant le prochain, et ils feront tout pour me ramener là-bas. Dans sa tente, dans ce maudit cirque de l'enfer. J'ai l'impression de devenir fou. Je ne peux m'enfuir, et je ne peux même pas demander de l'aide à quiconque. Personne ne me croira comme personne n'a cru Albert. Mon pauvre Al. Je suis si désolée de ne pas t'avoir cru quand tu t'étais confié à moi. Peut-être que j'aurais pu t'aider à échapper à ce sinistre destin. J'ai compris maintenant pourquoi le nom de Pandore, pourquoi une telle symbolique. Comme dans le mythe antique, nous avons été poussés par notre curiosité. Et nous en voilà punis aujourd'hui. Elle nous teste comme les dieux. Elle teste les hommes à chaque numéro en allant voir l'un d'eux, qu'elle aura choisi. Je suppose que c'est un signe pour les autres membres de la troupe. Elle a choisi sa prochaine victime. Si nous acceptons le jeu et l'invitation, et que nous cédons à la tentation, que nous cherchons à voir sous ce masque, nous sommes condamnés. Moi, je n'ai même pas eu besoin d'invitation. J'étais déjà fini en remettant les pieds dans cet endroit. L'invitation n'est qu'un prétexte pour me faire revenir et ne jamais repartir d'ici. Je l'ai bien compris quand elle est venue me voir lors de son numéro. Ce que j'ai vu ce soir-là était un avertissement, un aperçu de ce qui allait m'arriver pour avoir été trop curieux. Je ne sais combien de personnes ont été victimes de ce jeu mortel, combien de pauvres âmes dont elles portent fièrement les yeux responsables de leur perte. Je ne sais combien de temps il me reste à vivre avant qu'ils viennent me chercher, comme ils ont cherché ce pauvre Al. Je ne peux songer à l'idée que je vais moi aussi disparaître, que mes yeux bruns scruteront bientôt le visage du prochain malheureux qu'elle aura choisi et qui aura été trop curieux. En attendant que le voile noir de la mort ne m'emporte, j'écris ces lignes, en espérant que quelqu'un les trouvera un jour. Je ne serai très certainement plus de ce monde. Mais si cela peut empêcher cette sombre malédiction de continuer, ma mort n'aura pas été vaine. Ce sont les larmes aux yeux que je vais terminer cette dernière page, que je vais attendre mon triste sort en repensant à ma belle Laura. Je n'aurais même pas pu goûter à ses lèvres une dernière fois. Puisse Dieu te protéger des horreurs de ce monde, ma douce amie. Mon amour pour toi sera immortalisé dans ces dernières lignes, avant que la mort ne vienne me prendre.